ba leen déglu neexul de. ku bëggul teral ganu maam yàlla nga teral ganu seytaane yal na yàlla musul. RFM. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Aujourd'hui, c'est à nous de vous dire merci. Merci de nous choisir. Merci de votre fidélité renouvelée à votre radio la RFM. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm seen kóolute rek Radio Futur Média. merci. foofee kon lañuy yam ak yéen yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga mucc ci jàmmaaxloo yàlla nañ leen ko defal jaa ngeen jëf. Merci bien. Merci Ablaye, merci. Bonne continuation avec les programmes de la Radio Futur Média. RFM, toujours plus proche de vous. Toujours plus proche de vous. Écoute de la Radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Affaire Boy Djiné, la procédure engagée contre Modou Fall annulée, mais elle concerne que les faits qui remontent à 2008-2009. Le célèbre fugitif reste en prison. Série de cambriolages à la cité Malick Sy de Ouakam. Il y a au moins une dizaine de victimes en un temps record. Et jusque-là, les enquêtes de la gendarmerie n'ont rien donné. Le Sénégal a élu pour la première fois de son histoire 15 députés qui vont représenter la diaspora. Mais pour l'heure, rien de précis sur la façon dont ils vont siéger à l'hémicycle. On en parle dans ce midi. Le professeur Ibader Thiam retourne à l'Assemblée nationale sa dotation de carburant. Il estime qu'il doit plus en disposer parce que c'est la fin de la législature. Il explique dans cette édition la refondation du PDS. L'initiative est lancée par de jeunes libéraux qui estiment que le Parti démocratique sénégalais doit faire SAMU. Ils veulent que Karim Wade devienne le secrétaire général du PDS. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Plusieurs fausses communes ont été découvertes à Anéfis dans le nord du Mali. La MINUSMA mène une enquête sur le terrain avec les violences qui ont repris ces dernières semaines. La mission des Nations Unies parle d'exécution sommaire à ce stade des investigations. En Mauritanie, comme l'on pouvait s'y attendre, l'opposition a rejeté les résultats du référendum constitutionnel. Cette même opposition qui n'a pas participé au vote parle d'un nouveau coup d'État de Mohamed Ould Abdelaziz. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Les titres sport. Afro Basket 2017, Cher Tigan Mbodj, Clévin Annan, Sangonegnan et Djibril Thiam sont à Dakar depuis ce matin. Les Lions de la balle orange se fixent comme objectif de remporter la victoire finale à Tunis. Tournoi de l'UFOA, on parle de football 2017. Le nouveau trophée a été dévoilé au grand public ce matin à Dakar. Phase nationale des Nawetan 2017, l'ONCAV fin prête pour relever le défi de l'organisation. La compétition démarre le 5 septembre. Cette fois-ci, c'est Dakar qui accueille le Sénégal. À suivre la chronique de Diatou Cissé comme tous les lundis. Et puis, point de vue sur les dérives dans les réseaux sociaux. Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Annulation de la procédure engagée contre Baïm Modou Fall, alias Boy Djiné. Cette procédure concerne les faits qui remontent à 2008-2009. Boy Djiné était accusé de vol en réunion, association de malfaiteurs entre autres. Toutefois, le prévenu reste en prison pour d'autres faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Maître Abdoulaye Babou, a expliqué tout cela sur cette antenne dans nos bulletins de 10h et 11h, les moyens de diffusion publique, on en parle. À la lumière des affaires Amis Collégiens et Pendaba, les réseaux sociaux et les groupes de discussion sont-ils des espaces privés ou bien sont-ils considérés comme des procédés techniques destinés à atteindre le public? C'est selon. Des spécialistes soulignent que les informations dans les groupes WhatsApp sont versées dans le domaine des moyens de diffusion publique dès l'instant qu'un membre du groupe les divulgue. Et c'est la loi qui s'applique. Georges Detchediop, ce sera dans quelques instants. En attendant, les affaires Amis Collégiens et Pendaba illustrent la proportion des Sénégalais à proférer des insultes et autres insanités. Mais comment expliquer ce phénomène? Le sociologue Ali Khoudia affirme que les jeunes ne sont plus bien éduqués. Il souligne la nécessité de revoir le processus de socialisation de notre jeunesse. Écoutons le sociologue Ali Khoudia avec El Hadj Ndiogoudien. L'individu
est le produit de sa socialisation. Et la socialisation se passe au sein de la première unité institutionnelle que l'on appelle la famille. Alors, il semble aujourd'hui qu'on ait une jeunesse qui a raté le processus de socialisation. Le processus de socialisation a pour importance de transformer l'individu en une personnalité. Quand on vient dans la nature, nous sommes individus. C'est la société, c'est la socialisation qui nous transforme en une personne, en une personnalité. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça remet en cause la problématique de notre éducation. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus éduqués. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de limites. Les jeunes d'aujourd'hui intériorisent mal les principes de la morale, de la religion, de l'éthique et de la déontologie. Ce qui fait qu'en réalité, on a l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui se comporte comme des gens qui ne sont pas issus de famille. Et dans une société où les gens se comportent un peu n'importe comment, conduit forcément à l'anarchie. Je pense bien qu'à ce niveau, cette éducation-là doit être orientée par rapport à l'utilisation des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Parce que je pense que cette jeunesse-là, c'est une jeunesse en manque de repères. C'est une jeunesse en manque de perspective. C'est une jeunesse qui ne voit pas l'horizon aboutir. Et je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un outil à double sens. Ce qui fait qu'une mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux conduit forcément à des dérives. Je vous le disais donc, les réseaux sociaux et les groupes de discussion sont-ils des espaces privés ou bien sont-ils considérés comme des procédés techniques destinés à atteindre le public ? Et c'est selon des spécialistes soulignent que les informations dans les groupes WhatsApp sont versées dans le domaine des moyens de diffusion publique. Dès l'instant qu'un membre du groupe les divulgue, c'est la loi qui s'applique à eux. Georges Detchediop. D'abord, qu'est-ce qui est considéré comme un moyen de diffusion publique ? La réponse du magistrat Pape Hassan Touré. Il est expert en droit cybercriminel. Donc, à côté des moyens traditionnels, comme les réunions publiques, les lieux publics, le cinéma, la presse, la radio, etc., la loi ajoute depuis 2008 les moyens de communication électronique. Cela veut dire qu'en principe, les contenus qui circulent sur les réseaux, en principe, sont considérés comme des moyens de diffusion publique. Mais il faut préciser que tout ce qui circule sur Internet n'est pas forcément public. Le principe, c'est que ce qui circule sur les réseaux est public, mais prenez l'exemple d'un courrier électronique. Lorsqu'une personne reçoit un courrier électronique d'une autre personne, lorsque le contenu envoyé est par exemple injurieux, cette injure n'est pas publique parce que le courrier électronique relève de la correspondance privée. Par contre, le web, un site accessible au public, un site d'information par exemple, tout contenu qui est posté est forcément un contenu public. Par conséquent, Facebook et WhatsApp sont considérés comme des moyens de diffusion publique. C'est ce que précise Mohamedoulo, conseiller juridique de l'ADIE. Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux constituent des moyens de communication publics. Donc il faut entendre par là que c'est un système qui permet d'informer de manière générale un public le plus large possible. Donc c'est un moyen de diffusion comme les journaux en papier. Alors et qu'en est-il des groupes de discussion, souvent qualifiés par certains de privés ? Tant que le groupe reste restreint à un certain nombre de personnes, ça devient un espace privé. Mais dès l'instant qu'une information de ce groupe est dans le domaine public, ce n'est plus du privé. C'est ça la différence. On peut créer un groupe restreint, c'est du privé, mais il faut tout faire pour que les informations échangées dans ce groupe restreint soient maintenues dans ce dit groupe. Mais dès que ça sort, c'est maintenant du domaine public. Ce que confirme d'ailleurs le magistrat Pape Hassan Touré. Dans la plupart des cas, ces groupes-là ne revêtent pas la nature de messages privés, les messages qui circulent. Pour la plupart du temps, ces messages deviennent des messages publics. Pape Hassan Touré ajoute que dans ce cas de figure, l'auteur du délit présumé est l'auteur des propos. Mais il peut ne pas être le seul à être poursuivi. Le premier responsable, c'est la personne qui a posté, qui a pris sur elle-même de poster, de proférer des contenus illicites. Maintenant, évidemment, la personne qui a envoyé, qui a transmis le message à des tiers qui n'étaient pas habilités à recevoir le message, cette personne peut engager sa responsabilité. Ces dispositions ont été introduites dans le code pénal modifié dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité.
Le débat du jour, c'est sur les dérives dans les réseaux sociaux. 12h09, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. C'est la frayeur à la cité El Hadj Malick Sy de Ouakam. Ici, les cambrioleurs dictent leur loi aux populations. En l'espace de 2 mois, 10 cas ont été notifiés aux délégués de quartier, dit cambriolage. Donc, en attendant de retrouver les malfaiteurs, les victimes se plaignent des lenteurs dans les enquêtes de la gendarmerie. Reportage Adjima Digensam. La pilule a toujours du mal à passer pour lui. Dial Gueye a reçu la visite de cambrioleurs qui ont emporté un écran plat tout neuf il y a de cela quelques jours. Leur mode opératoire est sophistiqué, souligne-t-il. Ils ont passé par ma case escalier parce que c'était pas fermé. Bon, ils ont descendu par l'escalier. Bon, donc le gars là, il connaît cette maison. Il a bien étudié. Il est venu, il est descendu, il a trouvé un écran plat de 48 pouces. Il a fait même pas 1 mois. Toute neuve, hein? Dans son salon bien meublé, fauteuil rouge et noir, table basse en verre avec 2 écrans plats de tailles différentes, l'habitant de la cité El Hadj Malick Sy de Ouakam s'est dit outré par la récurrence des cas de vol notés dans son quartier. Il y a des gens tout ce qu'il faut. Tout sur le sommet, hein? Les portables, les ordinateurs. Il y a une maison, ils ont rentré, ils ont pris des ordinateurs des enfants, les ordinateurs portables et tout. Ça fait, mais c'est trop, c'est trop. À moins d'1 kilomètre de sa maison se trouve un poste de la gendarmerie, mais celle-ci ne leur est pas d'une grande utilité, poursuit notre interlocuteur. Tu attrapes un volet, tu l'amènes à la gendarmerie, 3 mois encore sur le trou sur la rue. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils n'ont qu'à essayer d'arrêter les voleurs avant que nous les arrêtons, nous. Pas moins de 10 cas de vol ont été déclarés aux délégués de quartier en l'espace de 2 mois. Omar Gueye dit Muller tempère et affirme que les enquêtes ouvertes dans le cadre de cette série de vols connaissent une avancée considérable. Ils ont une piste non négligeable que je ne vais pas dévoiler ici. Le commandant en chef, la brigade est en train de diligenter l'enquête. Bon, moi je leur fais confiance. Aussi invite-t-il les habitants de la cité El Hadj Malick Sy de Ouakam à être patients le temps que l'enquête soit bouclée. Adjima Digensam, nous restons à Ouakam pour parler de la suspension de l'ISO suite au drame survenu au stade Demba Diop à Ouakam. Donc, quand certains estiment que 7 ans de suspension c'est trop sévère, d'autres espèrent tout simplement une réduction de la peine. Reportage Adama Anouchkaba. 7 longues années durant lesquelles l'US Ouakam sera exclu de toute participation aux compétitions nationales de football. Pape Khalil, le jeune habitant, une pile de documents dans les mains, y voit une lourde sanction. C'est un peu sévère dans la mesure où est-ce qu'il y a une enquête qui prédit réellement ce qui s'est réellement passé? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement la faute des Ouakamois ou bien des gens du Mbour? Oui, mais n'empêche qu'il y a eu 8 mois quand même. Il faut situer les responsabilités, mais pas de donner des décisions comme ça à la hâte. Sur la chaussée, Tidiane, un homme âgé, discute avec un collègue à lui. Il n'habite pas la zone, mais il travaille. Selon ce monsieur, cette sanction est le prix à payer. Je dis que c'est normal aussi. Au Sénégal, pratiquement, il n'y a pas de sanction. La suspension aussi peut... Enfin, on peut diminuer la suspension quand même. Fatim, une autre habitante, se rend à la boulangerie du quartier. Elle reconnaît une part de responsabilité des Ouakamois. Rien ne vaut la paix. Si on l'avait privilégié, nous Ouakamois n'allions pas subir cette sentence. Baila également, le vendeur de l'écaillé, y voit une sanction à la hauteur de l'acte. Ça a été un drame qui a affecté tout le pays. Si on devait négocier, ça sera avec les Mbourois parce que c'est eux qui en ont le plus souffert. Les faits remontent au 15 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'US Ouakam et le Stade de Mbour. Des violences avaient éclaté, entraînant un mouvement de foule et l'affaissement d'un mur qui a coûté la vie à 8 personnes. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le professeur Ibader Thiam retourne à l'Assemblée nationale sa dotation de carburant qui lui restait, la 12e législature à laquelle il a pris part étant à terme. Le député qu'il a été estime qu'il n'a plus le droit de consommer le reliquat de 1 519 840 francs CFA de carburant. Le professeur Ibader Thiam, joint par Babacar Fall. C'est très simple. Chaque député reçoit une dotation de carburant mensuelle. Alors, il y en a qui consomment leur dotation entièrement, mais il y en a d'autres qui ne la consomment pas entièrement. Alors, c'est comme ça que j'ai pu probablement avoir ce reliquat-là. Bon, c'était pour ma fonction de député, maintenant je ne le suis plus.
je pense tout à fait normal de retourner ça à l'Assemblée nationale. C'est fait. Voilà. Les 15 députés de la diaspora sont élus. Ce cas de figure ne s'est jamais présenté dans l'histoire parlementaire du Sénégal. Du coup, l'on se pose des questions. Comment vont-ils siéger à l'Assemblée nationale vu la distance qui sépare le Sénégal des pays où ils résident? Pour le moment, c'est une grosse équation, un flou total. Anna Rocha. C'était l'un des points soumis à l'appréciation des Sénégalais lors du référendum du 20 mars 2016. En votant majoritairement oui, le peuple sénégalais a ouvert l'Assemblée nationale à la diaspora, une vieille doléance. Sur les 165 députés qui vont siéger lors de cette 13e législature, les 15 seront donc des Sénégalais de l'extérieur. C'est un point qui pose problème pour le moment. Il n'a même pas encore fait l'objet de débats ou de mûres réflexions. Faut-il, à l'image des députés issus des régions reculées, les faire séjourner de manière régulière à Dakar? C'est une possibilité puisque dans certains pays, le mandat de député suspend le contrat de travail, renseigne un spécialiste du droit. Mais le code du travail diffère d'un pays à un autre. Et qui, pour prendre en charge leurs frais de déplacement, de logement et de transport. Il y a l'option de déléguer son vote, mais selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'absence du député doit être une exception. Au mois d'octobre à décembre, les élus sont tenus d'être présents pour l'adoption de la loi des finances. Notre source nous dit que certains auraient même émis l'idée d'utiliser les techniques de l'information et de la communication, la vidéoconférence précisément, pour régler le problème. Mais tout ceci n'est qu'hypothèse. Il va certainement falloir attendre octobre après l'installation des nouveaux députés pour avoir les idées plus claires. Une seule certitude selon le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Samba Demba Ndiaye, le président sortant de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a récemment dépêché une mission en France pour voir comment ça marche là-bas et certainement s'inspirer de ce modèle français. Anna Rocha, le parti de l'unité et du rassemblement en conférence de presse cet après-midi à 16h. Le PUR fera face aux journalistes et ce sera l'occasion de commenter les résultats qu'il a obtenus à l'issue du scrutin législatif du 30 juillet dernier. La refondation du PDS, la question est plus que jamais d'actualité et le débat est à nouveau agité par de jeunes libéraux qui sont convaincus que le Parti démocratique sénégalais doit faire ça mieux avec les jeunes. Ils souhaitent que Karim Wade devienne le secrétaire général du PDS. Voici à ce propos, Nafi Diallo est le membre du comité directeur du PDS et fait partie des initiateurs de la refondation du PDS. Donc, elle était l'invitée des RFM Matin. Et c'est aujourd'hui discuter avec beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de gens de mon âge, pour qu'on puisse discuter, pour aller vers une alternance générationnelle dans le parti, pour renforcer les jeunes leaders qui sont au sein du Parti démocratique sénégalais, comme le font d'autres formations politiques, et pour permettre aujourd'hui à cette nouvelle génération, à 17 mois des élections présidentielles, d'avoir un parti conquérant qui pourra se battre face au pouvoir. Et vous voulez refonder le PDS avec quel leader, avec qui? Avec Karim Wade, bien sûr, et bien entendu le secrétaire général national, qui lui Maître Abdoulaye Wade, il est intemporel par ses conseils, par ses capacités aujourd'hui à remobiliser les troupes autour de sa personne et autour du PDS. Mais je pense que l'instance dirigeante, elle peut rester, mais elle doit pouvoir mettre en selle les jeunes pour tout ce qui est poste électif, que ces jeunes aillent à la conquête des postes électifs. Je pense que le président Wade a quelques arrangements à faire avant qu'on puisse aller au Congrès pour que Karim soit élu secrétaire général national. Nous discutons beaucoup de cela, comment faire pour que dans 17 mois, Karim soit là, Karim soit le candidat, qu'il soit dans les conditions qui vont lui permettre d'avoir un parti conquérant. Tout autre chose, la pause pluviométrique notée ces derniers temps, dans le département de Mbour commence à inquiéter les producteurs agricoles. Cela peut avoir des conséquences qu'ils ne souhaiteraient pas si la situation perdure. Correspondance à Mbour, Abdourahmane Diallo. Depuis de l'hivernage, le département de Mbour n'a enregistré maximum que 5 coups de pluie. Une situation très compliquée pour les agriculteurs car ils peuvent rester plus d'une semaine sans qu'une seule goutte d'eau de pluie ne tombe
tombent dans leurs champs. Abdouane, un paysan trouvé devant un hangar de distribution de semences, se désole de la situation. On a eu un bon début de l'hivernage, 2 à 3 enchaînements de pluie. D'ailleurs, c'est à cette période qu'on a débuté les semences et autres, mais depuis lors, les pluies sont irrégulières. Je peux même vous dire que les derniers semis tardent à pousser. Je prends mon exemple, j'étais même obligé de recommencer la semence. Actuellement, le mil est en retard. À cette période, il devrait atteindre un autre niveau, différent de celui d'aujourd'hui. Un autre agriculteur fait aussi le même constat. Amadou Wadjei est le chef du village de Sidibougou. Il estime qu'en cette période, les semis ont besoin de beaucoup plus d'eau. Si cette situation d'absence d'eau perdure, ça risque de nous porter préjudice. Tout ce qu'on souhaite, c'est la reprise des pluies, car nos champs ont besoin d'eau. Sinon, c'est une perte énorme. Et en cette période, les semis ont beaucoup plus besoin d'eau pour une progression régulière. Ces agriculteurs croisent les doigts et souhaitent une bonne saison des pluies afin d'avoir une bonne saison agricole. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Sornana Tambay. Rebonjour, Antoine. Mali d'abord, la MINUSMA a découvert plusieurs fosses communes à Anafis dans le nord. C'est dans la région de Kidal exactement où les violences ont repris entre groupes armés ces dernières semaines. Selon l'équipe d'enquêteurs, ces charniers prouvent qu'il y a eu des exécutions sommaires. Maïmouna Mbakessey. La mission des Nations Unies au Mali MINUSMA a découvert au moins 2 fosses communes et des tombes individuelles dans la région de Kidal au nord du pays. Nous ne connaissons pas le nombre de corps dans ces 2 fosses communes, encore moins les circonstances des décès de ces personnes. La mission va essayer de continuer à mener les enquêtes, précise le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA sur RFI. L'identification des corps et la datation de leurs décès va s'avérer difficile pour les enquêteurs, mais il y a eu effectivement des exécutions sommaires sur la période de juin à juillet 2017. Toujours selon l'agent de la MINUSMA, les exactions contre les civils ont multiplié ces dernières semaines à Anefis, selon le maire adjoint. Ce dernier ajoute qu'il y avait des parents qui ont été exécutés et rapidement mis sous terre. Les exécutions auraient été réalisées par des gens de la communauté Touareg. La région de Kidal avait enregistré des violences entre groupes armés pro-gouvernementaux et combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. L'accord de paix a été signé en Alger en juin 2015. Cependant, les combats ont repris depuis le mois de juin. Certaines ONG ont même retiré leurs équipes d'intervention sur le terrain. En Mauritanie, après la victoire du oui à l'issue du référendum constitutionnel, l'opposition réagit. Le projet de Mohamed Ould Abdelaziz a été adopté par plus de 85% des votants. Le taux de participation étant de 53%. En conférence de presse, l'opposition qui a boycotté le référendum déclare rejeter les résultats. Le porte-parole du jour, Abdoulaye Djimé Diaw, est avec Mohamed Diop. Ce référendum fut un nouveau coup d'État contre la légalité, car il a foulé aux pieds la loi fondamentale qui définit d'une manière claire et qui ne laisse aucune place à l'interprétation la procédure exclusive d'amendement de la Constitution, selon laquelle aucun projet de révision ne peut être soumis au référendum sans qu'il ne soit voté par les 2 tiers de l'Assemblée nationale et les 2 tiers du Sénat. Ce référendum n'est autre chose qu'une tentative d'imposer la volonté du pouvoir personnel contre les institutions constitutionnelles et la volonté du peuple. En Côte d'Ivoire, la reconstruction de l'armée est une des plus grandes priorités du président Alassane Ouattara. Le président qui s'est adressé au peuple à la veille de la fête de l'indépendance a parlé de sa nouvelle vision. Alassane Ouattara promet d'investir davantage dans les forces armées, une mesure pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, la formation, mais aussi acquérir les équipements nécessaires. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs mutineries dans le pays, d'anciens rebelles qui ont rejoint l'armée et qui réclamaient des primes. Et puis en RDC, les forces de l'ordre ont
ont envahi les rues de la capitale après des tirs entendus ce matin. Des membres de la secte politico-religieuse Bundu Dia Congo ont fait des incursions dans les quartiers de la capitale. La situation est devenue tendue par la suite, surtout avec une forte présence militaire et policière. Le leader de la secte avait choisi la date du 7 août pour démarrer ses actions. Il s'est évadé de la prison de Kinshasa le 17 mai dernier au cours d'une attaque organisée par ses propres disciples. En RDC, toujours, l'UDPS a tenu à nier toute implication dans les attaques perpétrées à Kinshasa. Le 28 juillet dernier, la police avait présenté une quinzaine de personnes comme étant les auteurs présumés de ces assauts contre une prison de la capitale, 3 commissariats de police et le marché central. Des membres du groupe seraient des militants de l'UDPS de Félix Tshisekedi. Selon la police, le porte-parole du parti a déclaré que ces informations visaient à ternir l'image de leur formation politique. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les dérives dans les réseaux sociaux. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Antoine. Les Lions du Sénégal veulent remporter l'Afro-Basket 2017. Les Lions sont donc à Dakar pour la plupart depuis ce matin. 4 sont arrivés. Il s'agit de Cheikh Tidiane Mbodj, de Djibril Thiam, de Sango Nignan et de Clévin Anna, avec pour objectif s'entraîner, jouer et gagner l'Afro-Basket pour faire plaisir au public sénégalais. L'Américain naturalisé sénégalais qui a participé donc au présente compétition se dit prêt à relever le défi en compagnie de ses coéquipiers. Clévin Annan sur RFM en exclusivité. C'est une opportunité pour lui de graduer et puis de montrer en bon ce qu'il faut pour vraiment opportunité pour augmenter sa carrière. I feel like I'm at home, so it's gonna be nice. Is it for me? It just basically put sur le plan professionnel. Il dit c'est un gros challenge, mais ce qui est important c'est le groupe. Help me to extend my career for more years, just by coming here, experiencing this. Donc il est là pour travailler pour le groupe et puis aider le coach. To help me extend my career for more years. Just go out there and play hard, man. Just play hard. Aider le Sénégal pour atteindre son objectif. The coaches learn from my teammates. L'équipe nationale Antoine démarre sa préparation au courant de cette semaine en Espagne. Le football avec le nouveau trophée de l'UFOA qui a été présenté au grand public. Ce matin à Dakar avec le président de la zone A et B, Maître Augustin Senghor, qui a également parlé des sommes injectées pour relancer le football dans cette partie de l'UFOA. Maître Augustin Senghor que nous écoutons. Cette opportunité de signer ce contrat de l'ordre de 2 millions de dollars par an nous permet, je pense, de faire un bon qualitatif dans l'organisation de notre compétition et aussi dans l'organisation et la formation de nos cadres du football. Et pour parler de ce trophée qui est présenté, le tournoi des 16 nations va réunir la crème du football africain parce que les 16 nations africaines aujourd'hui sont, quand vous regardez le ranking FIFA au niveau de la CAF, vous verrez que ces 16 nations sont très bien classées par rapport aux autres zones. Ensuite, ce tournoi des 16 nations, avec les montants qui sont mis en jeu, de 100 000 $ à 5 000 $ pour le dernier, le 16e, ça montre qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et la totalité des charges de transport aérien, de transport interne, d'hébergement des 16 équipes est prise en charge par Fox et UFOA. Donc je veux dire aujourd'hui que c'est un bon qualitatif qui est fait et qu'aujourd'hui on peut considérer que le football africain, ouest-africain va arriver à un niveau jamais atteint et pourra continuer à rivaliser avec les autres zones. C'était donc Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Les phases nationales des Nawetan, l'ONCAV est fin prête pour l'édition 2017. Qui va démarrer le 5 septembre prochain à Dakar. Nous allons jouer les rencontres au stade Alassane Djigo, Amadou Barry de Guédiawaye, Ngalandou Diouf de Pikine et Iba Mar Diop de Dakar. C'est ce qu'a déclaré le président de l'ONCAV, Amadou Kane, qui a déclaré également que toutes les dispositions ont été prises pour une organisation parfaite. Amadou Kane, que nous écoutons. Puis la décision aussi de différer le démarrage jusqu'au 5 septembre. Compte tenu du fait que Ngalandou Diouf n'est pas encore terminé, compte tenu du fait aussi que Demba Diop est scellé pour des enquêtes de police. Et nous espérons d'ici là avoir vraiment que ces infrastructures-là soient mises à nos dispositions. Mais parallèlement à cela, le CNP local va démarrer, le championnat zonal. Ça va démarrer, ça a démarré déjà à l'intérieur du pays.
Donc les préparatifs vont bien bon train. Et je pense qu'aujourd'hui, l'apport que nous avons du gouvernement sénégal, les différentes réunions et engagements que nous avons eu à avoir avec la mairie de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque et de Dakar, du conseil départemental de Rufisque, montrent nettement qu'on est bien en avance par rapport au déroulement de ces phases-là. Oui, les innovations, vous savez, depuis l'année dernière, on a initié l'université qui aura lieu cette année. Mais bien avant les phases nationales, il y aura un séminaire de formation de 3 jours que la direction technique nationale du football aura à faire avec les entraîneurs des équipes qualifiées, en cadet et en senior. Mais au-delà de cela, bien avant les phases, le jeudi 10, on organise une grande rencontre sur la culture de la paix, la lutte contre la violence avec les forces de sécurité du pays, les médecins, n'est-ce pas, les arbitres et une ONG avec qui nous avons une convention qui s'appelle VANET. Donc l'université aura lieu, ce sera des phases sportives et culturelles. S'il plaît au bon Dieu, durant 15 jours, on fera de manière que la seule destination pour le Sénégal sera à Dakar. Pour finir, Antoine, on noté donc le grand débat sur la télévision Futur Média ce soir avec les 3 candidats au poste de président de fédération, M. Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte. Un débat à partir de 21h en direct sur la télévision Futur Média. À ne pas rater. En tout cas, moi je vais le suivre. Inch'Allah. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Diatou Cissé. Noumbelane vient de vivre 3 semaines de campagne électorale mouvementée. Cette période, temps fort de notre vie politico-démocratique, aura mis à nu les défaillances constatées dans la gestion chaotique du processus. Le méli-mélo tragicomique noté dans la fabrication et la distribution des cartes d'identité biométriques en est un parfait exemple. Le pilotage pour le moins laborieux du système remettra au goût du jour une vérité toute simple: gouverner, c'est prévoir. Mais les défaillances ne sont pas que d'ordre institutionnel. La classe politique, particulièrement l'opposition, qui a attendu le dernier virage pour ruer dans les brancards, au lieu de faire à temps opportun une alerte précoce intelligente, est tout aussi imputable. Il est vrai cependant, dans une moindre mesure, que le ministre de l'Intérieur. Quant à nous autres Noumbelanois, habitués à tout remettre au lendemain, faisant toujours dans le rush de dernière minute, avons également ajouté au chaos par nos plaintes et complaintes, mettant ainsi davantage de pression sur de pauvres fonctionnaires déboussolés. Mais notre chronique de cette semaine, fidèle à sa perspective, va appréhender ce contexte électoral en rapport à la santé morale de notre société. Cette campagne, pour qui sait observer, aura donné des indicateurs pertinents de déliquescence et de délitement des valeurs qui fondent une société moralement bien assise. Combien sommes-nous à être abasourdis pour être ensuite saisis de stupeur à la vue de personnes sans foi, ni loi ni morale, réclamer sans sourciller nos suffrages? Effectivement, cette campagne a enregistré la participation de sinistres individus, tordus et tortueux, dont certains mêlés naguère à des histoires de meurtre ou de mœurs qui ont osé refaire surface, sollicitant nos suffrages. Ceux avec la complicité des médias qui ont donné un espace d'expression et de visibilité à ces personnes pas du tout fréquentables qui se devraient de raser les murs pour le reste de leur vie à défaut d'être condamnées à une mort sociale. Ces personnes tordues ont côtoyé sur le terrain électoral des opportunistes de tous bords qui, au dernier moment, ont honteusement lâché leurs alliés d'il y a quelques heures pour sauter pieds et poings liés dans une autre coalition. Même si la honte ne tue pas des personnes de leur acabit, elle parvient quand même à les attendre. But burusul toch. Pour s'en convaincre, il faut les voir devant la télé. Cela fait aussi partie du deal que de se déculotter publiquement. Il faut les voir bredouiller, arguant de motifs fallacieux pour justifier leur désertion. Leur manque de conviction se le dispute à leur nature vénale. Eux, quant au fond, sont à plaindre parce qu'ils sont d'abord cyniques avec leur propre personne. Que des tricheurs et autres intrigants maîtres chanteurs puissent sans peur aucune, sans gêne aucune solliciter nos cartes, en dit long sur la déliquescence de notre société. Comment se fait-il
que ces intrigants maîtres chanteurs puissent plastronner dans l'espace public sans que la clameur ne les renvoie à leur trou. Au fait, qui ne dit mot consent. Notre seuil de tolérance si élevé et notre propension à passer tout par pertes et profits ont fini de convaincre tous les antimodèles qu'à Numbelan, ils peuvent toujours renaître de leurs péchés. On semble ignorer qu'une société qui accorde son pardon à tout va est une société complice de toutes les fautes qui s'y commettent, y compris les plus abjectes. Ainsi va la vie. À Numbelan, rien ne s'y perd, même les voyous parviennent à s'y recycler. Presse du jour. Presse du jour, Georges Diop. L'heure des comptes a sonné. Le temps des comptes selon le quotidien LAS. Après la publication des résultats provisoires des législatives du 30 juillet dernier, le bilan, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar n'y échappe pas. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Cheikh Abdoulahat Mbacké Gaïndé Fatma tente de donner les raisons de leur défaite. L'organisation catastrophique du scrutin qui a créé un sentiment de frustration et de révolte insurrectionnelle, les populations de Touba qui n'ont pas oublié le président Wade qui demeure selon lui très populaire dans la ville sainte et le saccage du bureau de vote de l'université Baylahat. Et à propos du recours de Benno Bokk Yakaar, Serigne Abdoulahat Mbacké Gaïndé Fatma estime que c'est une question de principe et de droit. Ce n'est pas que Benno Bokk Yakaar qui a introduit un recours. L'AS note celui de Manko Taxawu Sénégal pour faire annuler tous les bureaux de vote où il a été noté que des personnes ont voté avec des ordres de mission sans que les documents soient annexés sur les procès-verbaux de ces bureaux de vote, comme le dit la loi. Des propos de Déthié Fall rapportés par l'AS qui parle par ailleurs d'un Abdoul Mbaye qui accuse. Selon l'ancien Premier ministre, tout était triche mêlant gravité et cocasse. Autre enseignement à tirer des législatives du 30 juillet dernier, enseignement majeur. Le Témoin note une faillite organisationnelle du ministère de l'Intérieur, une hypocrisie des observateurs électoraux et une complaisance des institutions. Le journal, qui souligne un manque de stratégie de Manko Taxawu Sénégal et une percée du PUR, relève qu'avec 49,48%, Benno rafle 125 sièges, une chose qui s'expliquerait sans doute par ce que le Témoin appelle un mode de scrutin inique. Peu de voix, plusieurs députés. En tous les cas, le camp de Khalifa Sall n'en a pas beaucoup. Le journal Le Quotidien précise d'ailleurs que le maire de Dakar est seul élu de Taxawu Dakar. Donc, un seul siège des 7 députés de Manko Taxawu Sénégal. Pour mon confrère, Khalifa Sall va regretter ses choix sur la liste nationale, car en misant sur les listes départementales, notamment à Dakar, cela a offert un boulevard à ses alliés qui ont su bien placer leurs hommes sur la nationale. Conséquence, un parti comme Réumi s'octroie 2 sièges. Le grand parti de Gakou aussi. Le quotidien les appelle les grands gagnants. Khalifa Sall est donc le grand perdant. Il est élu tout de même. Mais selon enquête, le plus dur commence pour lui. Car avec son séjour en prison, Khalifa Sall n'est pas encore au bout de ses peines. Il devra batailler fort pour accéder à l'hémicycle. Selon plusieurs juristes contactés par enquête, la seule alternative qui s'offre à lui, c'est de payer la caution. Son avocat, Maître Seydou Diagne, soutient que maintenant, Khalifa bénéficie de l'immunité. Il doit être libéré. Un avocat confie à enquête que s'il ne peut pas être libéré, alors il sera empêché d'être installé. Et s'il est empêché, il est remplacé. La session de Tigo à Wari à la une de Les Échos qui titre « Millicom brûle le décret controversé ». Le journal indique que les choses se compliquent sérieusement pour Wari. Malgré le décret de Macky Sall, la multinationale Millicom campe sur sa position et précise qu'elle n'a demandé aucune approbation pour le transfert de la licence. Selon Les Échos, elle maintient son accord avec Telium et ses alliés. Un scandale dans l'attribution des licences d'opérateurs mobiles et virtuels. Libération révèle que l'ARMP a découvert que la procédure est tachée d'irrégularité. L'autorité de régulation des marchés publics a instruit le recours de Starlog qu'elle a débouté. Mais selon Libération, l'ARMP a mis en demeure l'ARTP coupable de plusieurs violations. Libération qui traite aussi des affaires Ami Collé Dieng et Pendaba. Déferment devant le procureur aujourd'hui. Et Libération informe que le parquet a d'ores et déjà retenu de demander leur mandat de dépôt. Pour le cas spécifique de Ami Collé Dieng, Libération et l'Observateur nous informent que le manager de Bakanyang a rejoint la chanteuse à la division des investigations criminelles. Amadou Seck est incriminé selon l'Observateur dans ce dossier et devrait être déféré au parquet.
demain mardi. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous allons parler aujourd'hui des dérives dans les réseaux sociaux. Prétexte l'affaire Ami Collégien et l'affaire Pendaba. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bonjour Mamadou Niane. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires juridiques au niveau de la commission de protection des données personnelles. Bonjour Babacar Ba. Bonjour Antoine. Président du Forum du Justiciable. Alors, Mamadou Niane, que dites-vous des dérives notées dans les réseaux sociaux, propos outrageux, déclarations ethnicistes entre autres? Merci M. Diouf. Ces dérives sont selon nous imputables à une mauvaise appréciation de la liberté d'expression dans le domaine d'Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, le caractère privé de la correspondance qu'on peut tenir dans les réseaux sociaux ne donne pas aux citoyens sénégalais la possibilité de commettre une infraction ou un délit civil en tenant compte du contenu, pas du principe de la liberté d'expression, mais du contenu des propos qui sont tenus dans les réseaux sociaux. Oui. Alors, dans le cadre d'une discussion privée, comme l'a dit Ami Collégien, est-ce que la personne qui a fait ou qui a publié ces déclarations peut être poursuivie par la première concernée? Je veux parler d'Ami Collégien, avant que la justice n'intervienne même. Oui, il faut savoir que dans ce contexte, si le contenu de la communication relève d'une infraction ou si le contenu est manifestement illicite, la personne qui tient ces propos peut engager sa responsabilité. Et si tel est le cas, elle peut être éventuellement poursuivie. Tout dépendra maintenant de l'appréciation du maître des poursuites. Je veux nommer le procureur de la République. Très bien. Vous gardez la ligne. Babacar Ba, oui, qu'est-ce que vous pensez de ces dérives dans les réseaux sociaux? Écoutez, Antoine, je pense que c'est des dérives qu'il faut dénoncer à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas d'Ami Collé, c'est vrai que nous dénonçons en tout cas son arrestation, parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu des politiciens dire pire que ça. Donc, il y a même des politiciens qui, sur un plateau de télé, ne se sont pas gênés de traiter le président de la République de voleur. Donc là également, je pense que c'est plus grave que ce qu'a dit la dame Ami Collé. Même si aujourd'hui, nous reconnaîtrons que le président de la République, c'est une institution. Et ça, il faudrait que les Sénégalais le sachent. Le président de la République, c'est une institution que nous devons non seulement préserver, mais également respecter. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, pour le cas d'Ami Collé, il faut reconnaître qu'elle s'est exprimée dans un cadre privé. C'était dans un cadre privé. Mais qui s'est retrouvé dans un cadre public. Voilà. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la justice devrait orienter en tout cas ses poursuites sur l'auteur qui ne s'est pas gêné, en tout cas, à mettre ça sur la place publique. Récemment, Antoine, on a modifié notre code pénal qui dit clairement que quelqu'un, en tout cas, qui divulgue, qui met sur la place publique un enregistrement à caractère privé doit être poursuivi. Donc, je pense que sur ce point, il faudrait quand même, en tout cas, orienter les poursuites vers cette personne-là qui a mis l'enregistrement d'Ami Collé sur la place publique. Est-ce que ce n'est pas les deux qui doivent être poursuivis, l'auteur des propos et la personne qui a divulgué ces propos? Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que Ami Collé, on peut la poursuivre sous le coup de l'article 80. Bon, l'article 80 qui aujourd'hui, nous, en tout cas, militants des droits humains, nous avons toujours, en tout cas, de souhaiter à ce que cet article soit vraiment abrogé. Donc, parce que offense au chef de l'État, surtout que les dispositions de l'article 80, c'est des dispositions fourre-tout. Donc, on n'a pas donné une définition claire et nette de ce que c'est une offense au chef de l'État. Vous avez vu que la France, en tout cas aujourd'hui, qui est une démocratie qu'on peut citer, la France a rompu avec ça. Ils ont abrogé cette disposition-là. Donc, si aujourd'hui la justice poursuit Ami Collé sous le coup de l'article 80, ça, quand même, bon, nous, on va l'accepter parce que, comme je l'ai dit, offense au chef de l'État, donc c'est une disposition le législateur n'a pas pris le soin de le définir de manière claire et nette. Maintenant, ce qui a mis aujourd'hui l'enregistrement sur la place publique, lui, cette personne-là, il est évident qu'il doit faire l'objet de poursuite parce que ce sont les dispositions nouvellement modifiées de l'article de notre code de procédure pénale qui le condamne. Très bien, je reviens à vous. Alors, Mamadou Niane, qui poursuit? Celui qui a fait la déclaration ou bien celui qui a divulgué
les propos de l'auteur, ou bien les deux? Si l'on s'en tient aux droits positifs actuels au Sénégal, les deux peuvent être poursuivis. Vous savez, la personne a joui d'une liberté d'expression qui plus est dans un cadre privé. Mais cette liberté d'expression ne vous donne pas le droit de tenir des propos qui sont irrespectueux, irrévérencieux. Je ne parle même pas du président de la République, mais même par rapport au citoyen lambda. Oui. Donc vous avez beau être dans un cadre privé, strictement privé, vous n'avez pas le droit de contrevenir à la loi. Donc ni injure, ni diffamation, rien. Ce qui veut dire donc que si ces propos qui ont été tenus dans un cadre privé ont été sortis, celui qui les a sortis a diffusé ces propos injurieux en tant que modérateur du réseau ou du groupe, il peut être inquiété et doit être poursuivi. Mais celui qui a aussi tenu ces propos doit faire face à sa responsabilité. Oui. Donc je souhaiterais apporter cette précision. Ce n'est pas parce qu'on est dans un cadre privé qu'on peut tout se permettre. Même dans un cadre privé, la liberté d'expression est régulée par la loi. Ça, il faut que les gens le sachent. Très bien, je vous remercie Mamadou Niane, directeur des affaires juridiques au niveau de la Commission de protection des données personnelles. Alors, Babacar Ba, on termine avec vous. Est-ce que ce n'est pas de bon ton que la justice s'implique pour quand même éviter les dérives dans les réseaux sociaux? Mais effectivement, d'ailleurs, nous, je pense que quand le procureur de la République avait fait un communiqué, on a été les premiers quand même à saluer la sortie du procureur. Parce qu'aujourd'hui, il faut assainir quand même, il faut le reconnaître, les réseaux sociaux. Parce que nous sommes dans un état de droit, Antoine. Et finalement, personne n'est en sécurité d'ailleurs. Mais tout à fait, parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il faudrait qu'aujourd'hui, que les gens respectent aujourd'hui les normes qui sont établies. Il y a des valeurs. Donc voilà quoi, on ne peut pas quand même aujourd'hui tenir des actes qui sont contraires à nos valeurs. Et là, sur ce point, je pense qu'il faudrait quand même que chacun puisse prendre ses responsabilités et que le procureur également, qui est aujourd'hui l'avocat de la société, puisse jouer pleinement son rôle. Parce que sinon, bonjour les dérives. Vous avez vu le cas de Pendaba, qui est un cas très grave, qui aujourd'hui, en tout cas, pourrait créer le chaos ici dans ce pays. Donc je pense que pour ces genres d'actes-là, il faudrait que le procureur de la République s'y mêle pour que voilà quoi, qu'on puisse arrêter tous ces dérives-là. Très bien. Merci Babacar Ba. Je rappelle que vous êtes le président du Forum du Justiciable. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. Je vous rappelle les titres avant de vous donner quelques infos météo. Affaire Boy-Guinée, la procédure engagée contre Modou Fall annulée, mais elle concerne que les faits qui remontent à 2008-2009. Le célèbre fugitif reste en prison. Série de cambriolages à la cité Malik Sy de Wakam. Il y a au moins une dizaine de victimes en un temps record et jusque-là, les enquêtes de la gendarmerie n'ont rien donné. Le Sénégal a élu pour la première fois de son histoire 15 députés qui vont représenter la diaspora, mais pour l'heure, rien de précis sur la façon dont ils vont siéger à l'Assemblée nationale. Le professeur Ibader Thiam retourne à l'Assemblée. Sa dotation de carburant, il estime qu'il ne doit plus en disposer parce que c'est la fin de la législature. La refondation du PDS, l'initiative est lancée par des jeunes libéraux qui estiment que le Parti démocratique sénégalais doit faire sa mue. Ils veulent que Karim Wade devienne le secrétaire général du PDS. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation El Haj Daouda Diouf. Pape Oumar Diaw était à la régie. Avant de vous quitter, quelques infos météo en fin de soirée. Des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus sur l'extrême sud-est du territoire avec néanmoins une probable évolution vers les localités de Tambacounda, Kolda et environ. Aux environs donc au courant de la nuit allant vers la matinée. Tout de suite, Yalgati Hibar, excellent après-midi à toutes et à tous.